Alors, avant de commencer à proprement parler de la présentation, c'est un sujet qui est, on va dire, intermédiaire. Donc, je vais sans doute pas apprendre grand-chose aux gens qui connaissent à fond la métaprogrammation, et ça peut être un petit peu sport pour les gens qui n'en ont jamais fait du tout. Du coup, n'hésitez pas à m'interrompre, j'ai essayé dire tout ce qu'il faut pour qu'on comprenne, mais je peux être allé un peu vite ou manquer une explication sur un point. Donc si jamais j'ai perdu quelqu'un, vous levez la main, vous me le dites, et j'essaierai de récupérer comme je peux. Donc du coup, de quoi on va parler? De type traits, et on va utiliser un exemple qui sera d'essayer de trouver quels sont les paramètres d'un foncteur passé en paramètre template. Donc qu'est-ce que je suis en train de dire? Globalement, si on a une fonction template et qu'on lui passe quelque chose sur qui on peut caler des parenthèses, on aimerait bien savoir à quoi on peut appeler et qu'est-ce qu'il faut mettre dans ces parenthèses-là. Donc c'est ça dont on va parler en exemple. Le gros du talk sera sur les types traits. Dans un premier temps, on va voir ce que c'est que le type traits. Ensuite, pourquoi est-ce que c'est intéressant d'avoir les types traits. Ensuite, on va voir 3 points sur comment on fait ça et tous les petits types et tricks qui peuvent être intéressants pour écrire un type traits. Et enfin, on va écrire le type traits que je vais vous présenter. Donc déjà, qu'est-ce que c'est qu'un type traits? Un type traits, ça va être une classe qui va nous donner à la compilation des informations sur une autre classe. Et ce n'est pas quelque chose d'anodin, puisque le C++ nous fournit un include complet sous le nom original de type traits. À quoi ça ressemble? Par exemple, là, on a std isConst qui va nous dire si le type qu'on lui a passé est constant ou pas. Et depuis C++ 17, on a un helper qui va être juste un booléen static constextre qui nous permettra d'économiser le $value en rajoutant juste un petit underscore v à la fin de notre isConst. Et un type trait, ça ne va pas seulement nous donner des informations, il peut aussi nous permettre de créer un nouveau type qui sera par exemple, si on lui passe un entier à @const, ça va nous retourner un entier constant qui sera écrit sous la forme de std @const :type, ou depuis C++ 14, on peut se permettre de lâcher le $type et éventuellement le type name qu'il y aura avant dans un contexte de métaprogrammation au profit d'un underscore t, ce qui est toujours agréable. Donc maintenant, c'est très bien tout ça, mais pourquoi est-ce qu'on en a besoin? Ok, donc on va supposer qu'on a une classe S qui a un constructeur par copy et un constructeur par move. On a un vecteur de cette classe S, donc le vecteur est initialisé vide, donc on n'a qu'une seule case avec rien dedans pour l'instant. On fait un emplaceback qui va nous créer notre premier S dans notre conteneur. On fait un deuxième emplaceback qui va nous créer un deuxième S dans ce conteneur-là. Il ne va pas y avoir la place, le vecteur va donc réallouer la mémoire et faire quelque chose. Maintenant la question c'est est-ce que le constructeur de move était appelé? À main levée, qui pense que oui? Qui pense que non? Qui pense que ça dépend? Voilà. Donc effectivement la majorité des gens suivent, ça va dépendre. Donc ce qui va se dépendre c'est est-ce que notre S est, est-ce que l'opérateur de move, de construction de move de notre classe S est bien noExcept. Parce que le vecteur va, lors de son déplacement, essayer de prendre une solution safe, et s'il ne trouve pas d'opérateur move noExcept, il va préférer la copie. Et donc du coup, si on regarde niveau taille du code, c'est comment? Ça va, c'est lisible? Ok, donc on a une fonction sx qui est... on peut lancer une exception sur le move, donc il n'y a rien de spécifié ici. Une classe sdel dans laquelle on va avoir un constructeur par copy qui est delete, un constructeur de move qui est spécifié pouvant lancer une exception, et notre classe S qui, cette fois, va avoir l'opérateur de move qui sera noExcept. Si on compile, voilà, qu'est-ce qu'on est en train de compiler? On a un affichage qui va nous dire si on est ou pas noExcept au niveau de la construction du move. Et donc là, on retrouve nos types traits, qui est le sujet du talk. Donc on voit que si on est le type traits nous dit qu'on n'est pas nostro move constructible, on va appeler l'opérateur de copie. Si on a ce type traits à vrai, on va appeler le constructeur de move. Et que si on n'est pas nostro, mais qu'on n'a pas de constructeur de copie, il fait un effort et il le prend quand même, parce que sinon le code ne compilerait pas et ça serait quand même une bonne perte, juste pour un peu de sécurité. Donc là, on voit que les types traits, ça peut servir pour les optimisations
des librairies, donc c'est toujours un truc intéressant. Et une autre motivation possible, c'est de faire une sorte de concept du pauvre. Donc les concepts, c'est quelque chose qui devrait, j'espère, arriver en 20, permettra de contraindre les templates. Et on peut rajouter, avec un static assert, de l'information et des contraintes sur les types. Donc si on regarde entre notre stuff du haut et stuff du bas, les deux sont, le stuff du haut est particulièrement pas parlant parce que le class T, ça donne pas beaucoup d'informations, stuff, le nom est mauvais. Et il faudrait aller voir dans le code, voir quelles sont les contraintes pour utiliser notre classe de manière bonne. Vous allez me dire, même sans static assert, si j'avais appelé une fonction qui n'a pas de montée, ça n'avait pas compilé, j'ai les messages d'erreur et je sais ce qui se passe. Oui. D'un autre côté, le message d'erreur peut être particulièrement moche, et lorsque votre code sera lu, c'est quand même bien que ça soit plus ou moins visible dans l'interface. Donc vous allez me dire, mettez un nom correct. Ouais. Mettez un nom de paramètre correct. Oui aussi. L'avantage du static assert et des types traits là-dessus, c'est que un nom correct, ça ne peut pas évoluer en fonction du code qui évolue. Les commentaires qui pourraient être mis à côté, pareil. Si d'un seul coup les paramètres, les contraintes sur le type changent et qu'il y a des static asserts, le code ne compilera pas et les gens seront obligés de le mettre à jour. Donc, et en plus, l'erreur est au bon endroit. L'erreur est au bon endroit, effectivement. Du coup, pourquoi est-ce que prendre l'exemple des paramètres d'un functeur passé en paramètre template? On va pas se mentir, c'est principalement pour l'exemple, parce que pour le faire, on a besoin de tout ce qu'on a besoin d'utiliser pour créer un type trait générique, une complexité arbitraire. Et alors, pourquoi c'est juste pour l'exemple et c'est pas tellement plus utile que ça? C'est principalement parce que pour pouvoir utiliser cette approche-là, il faut que la fonction qu'on va passer ou que l'opérateur parenthèse soit pas surchargé. Et ça, c'est une contrainte qui est vite pénalisante. Par exemple, si on a une lambda auto, ça nous fait une surcharge d'opérateurs sur notre lambda et on ne sera plus capable de deviner les types puisqu'ils sont en auto, par exemple. Ok, donc maintenant, on va parler un peu des techniques qui rentrent en jeu dans l'écriture des types traits, en commençant par la spécialisation. Donc la spécialisation, qu'est-ce que c'est? C'est le fait, pour une structure template, donc soit la structure en elle-même, soit une fonction, soit une variable template, de spécifier certains types pour lesquels on va avoir un comportement légèrement différent. Donc on parle de spécialisation totale si les chevrons sont vides et partielle, comme dans l'exemple qu'on a ici, où on se voit qu'on a encore besoin du T pour spécifier les contraintes. Donc les contraintes sont mises en dessous, entre le isConst et entre le nom de l'objet et de l'objet au sens objet de programmation, donc variable, structure, etc., et la collade ouvrante. Et elle doit venir après la déclaration dite générique. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On va avoir une spécialisation, c'est-à-dire que si on peut écrire notre type sous la forme de const t, alors on va rentrer dans la deuxième ligne, et on pourra, par exemple, avoir déclaré un booléen qui vaudra vrai là-dedans, et du coup, on aura notre comportement de type traits. Donc, on a dit spécialisation partielle et totale. Il faut savoir que pour les fonctions, malheureusement, le standard ne nous autorise pas à avoir de spécialisation partielle. Donc, on sera obligé de spécifier tous les arguments. Donc, si on a une fonction qui est non template, elle restera prioritaire. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a 3 fonctions foo, une fonction template générique, une fonction template où on a une spécification totale pour int, donc on voit qu'on n'a ici plus les paramètres et qu'on retrouve notre int ici, et une fonction non template qui prend un double. Donc maintenant on a 4 appels, un appel à string qui ne rentre dans aucun de ces cas-là, donc qui va être récupéré par la fonction générique, l'appel à int qui va bien sûr rentrer dans la spécialisation, l'appel à double qui rentrera dans la fonction libre non template puisqu'elle est prioritaire, et l'appel à float qui, même si elle pourrait être convertie en double ou en int, puisqu'on a un perfect match au niveau de la fonction template, va rentrer dans la fonction template. Du coup, si on run, on voit bien ce que je vous ai dit, le string sur la fonction template, l'int, le double et la fonction template à la fin. Maintenant, la question, ça va être, ouais, mais moi j'ai besoin de faire un comportement de spécialisation partielle et j'ai une fonction. Comment est-ce que je fais? On triche. On appelle une structure en dessous. Donc, on se retrouve toujours avec notre fonction foo
on a une fonction libre, non template. Si on essaie d'écrire ça, le compilateur râle. Parce que, parce qu'il manque les accolades de toute façon. Voilà, ils nous disent que c'est une non-class, non-variable partial specialization, donc en gros, il n'est pas content. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement écrire notre fonction de manière générique et délayer le comportement à une structure. Donc là, moi, j'ai un namespace détail dans lequel je vais avoir deux structures. Une structure générique avec une fonction statique qui fera le comportement que je voulais. Et maintenant, on voit que je peux avoir un comportement de spécialisation partielle, puisque là, je vais spécifier uniquement pour les vecteurs de t, et du coup, j'afficherai sp en plus. Donc, si je compile, là, ça passe. Et maintenant, regardons ce que j'appelle. Si j'appelle notre foo avec un string, bon, ben on voit qu'on rentre bien dans détail, foo, imple, foo. Donc là, on est bien sur le cas générique. Le double, comme tout à l'heure, on rentre dans la fonction normale. Et maintenant, pour les vecteurs de int et de string, on voit qu'on a notre sp au début. Et on remarque aussi que le int qui est déduit, c'est plus la valeur du paramètre qu'on lui passe comme pour le string, mais ça va être la valeur contenue à l'intérieur du vecteur, puisque quand on a fait notre spécialisation, on a spécialisé le t de manière à ce qu'il soit compris à ce niveau-là. Okay. Donc maintenant, plusieurs petites remarques. La première, c'est qu'on peut spécialiser une variable. Donc ça nous servira plus tard dans l'écriture de notre type trait. Et bah, la spécialisation peut se faire plusieurs choses. Un, on peut changer la valeur de la variable, mais aussi son type. Donc par exemple, là, telle qu'elle est définie, le type va changer en fonction du type qu'on lui passe, ce sera le même. Mais on a une contrainte, c'est comme on lui a affecté une valeur, il faut que cette valeur-là soit affectable à ce type. Si on lui passe un string ici, on aura une autre compilation, parce qu'on ne peut pas mettre 1 dans un string. On a une spécialisation totale pour un int, et dans ce cas, notre var vaudra 2. Et si on lui passe un vecteur de quelque chose, eh bien, le type sera double et on aura 3 dedans. Donc là, il n'y a pas de piège. Maintenant, un truc important aussi qui servira pour l'écriture des types traits, c'est le fait que les paramètres templates par défaut sont affectés avant la résolution de la spécialisation. Donc là, on a notre variable var qui vaut 1 dans le cas général et 2 dans le cas d'un int void. Et si on l'appelle, le cas intéressant, c'est celui-là, le var de int, il va être, le deuxième paramètre étant pas spécifié, il va être remplacé par void et on va pouvoir rentrer dans la spécialisation. Et donc on va bien rentrer uniquement dans le cas du var égale int et le reste ça vaudra 1. Est-ce qu'il y a des questions sur la spécialisation? Parfait. Du coup, le deuxième point important de l'écriture type trait, c'est sFinae. Donc sFinae, qu'est-ce que ça veut dire? C'est substitution failure is not an error, avec un bel accent français. En gros, ça veut dire quoi? Si on n'arrive pas à résoudre une déclaration, on va juste l'ignorer et prier très fort pour qu'à la fin, on ait exactement qu'un seul truc qui match. Si on en a 2, on va se trouver avec une ambiguïté. Si on en a 0, on ne saura pas quoi appeler. Donc, dans les structures, ce phénomène va avoir lieu sur les paramètres template et sur les types de spécialisation. Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, mais si ce que vous mettez dans votre spécialisation, ça n'a pas de sens, sFinae rentrera en jeu. Pour les fonctions, ça va être les paramètres template, les arguments et le type de retour. Donc on dit souvent que dans les fonctions, le type de retour ne fait pas partie de la signature. Pour les fonctions template, sFinae a quand même lieu dans le type de retour. Donc si on regarde ça en exemple, on a 3 fonctions, alors ce serait bien si vous voulez avoir 3 en même temps, hop, 3 fonctions qui s'appellent fonction sFinae, donc il y a une surcharge. Et on a donc sur la première, un type de retour qui est avec une syntaxe C++11 où on déclare en auto et on spécifie le type après. Donc là, le type de retour va être t2.2.value. Ici, on va avoir le sFinae qui aura lieu dans l'argument non template par défaut. Et dans le dernier, on aura le sFinae dans le paramètre template par défaut. Et donc maintenant, on a quoi? On a à avoir une classe qui définira un using bool, une classe avec Bibi et une classe avec les deux. Maintenant, si on regarde les appels, on va avoir appel avec vector. Donc vector a le bon goût d'avoir un value type en type. Du coup, cette surcharge-là aura un sens parce qu'il pourra déduire que le value type d'un vecteur de int, c'est int. Et donc cette fonction retournera un int. Et par contre, vector n'a ni de classe, ni de type bool, ni de type bibi. Donc ces deux fonctions-là seront ignorées. Donc là, ça sera pareil pour les suivants, mais que ce sera les autres spécialisations qui seront sélectionnées.
Et si maintenant on essaie d'appeler ça avec la structure DRAM qui a à la fois bi et boubou, non, bibi et bou, on va avoir un message d'erreur nous disant qu'on a une overload qui est ambiguë et qu'on a les deux spécialisations qui sont ici. Donc il est gentil, il nous dit entre quoi il hésite, mais il ne peut pas aller plus loin. A l'inverse, si on lui passe par exemple un entier qui n'a aucun type compris dedans, bah, il nous dira qu'il n'a trouvé personne et il arrêtera la compilation aussi. Du coup, là ce que je vous ai montré dans l'exemple, c'est on a des types qui n'existent pas et on arrive à brancher sur les fonctions. Ce qu'on avait vu au début, c'était plutôt j'ai un type trait qui va me donner de manière booléenne est-ce que je correspond à une condition ou pas. Donc ce serait bien de pouvoir transformer une condition booléenne en un type qui existe ou un type qui n'existe pas. Et c'est exactement ce que nous fait EnableIf. Donc EnableIf, c'est une structure assez compliquée de la STD qui consiste juste à une structure vide avec un booléen et un type par défaut et une spécialisation pour le cas où ce booléen est vaut vrai. Et quand ce cas vaut vrai, il va définir un type dont le type sera T. Et donc avec ça, on va pouvoir faire du sFINAE puisque si on fait un EnableIf en type de retour par exemple et qu'on lui a passé un booléen qui valait faux, bah, le type de retour n'existera plus puisqu'on rentrera dans le cas générique et il n'y aura pas de pointType. On va pouvoir voir ça avec un exemple ici. Alors oubliez le fait que ça ne marche pas. Donc là ce qu'on a voulu faire c'est quoi? C'est faire de la spécialisation, faire du sFINAE sur un argument par défaut d'un paramètre template. Et donc là, on a un type trait qui nous dit si c'est un conteneur ou pas. On a deux fonctions et il y en a une qui marche si c'est un conteneur, l'autre qui marche si ce n'en est pas un. On a une partition, on a envie de se dire, il y a forcément une des deux qui sera bonne et exactement une. Donc on pourrait tenter de se dire que ça va marcher. Est-ce que vous savez qui sait pourquoi ça ne marche pas ça? Ok. Vas-y. C'est deux fois la même définition vu que le template par défaut ne fait pas partie de la signature. Exactement. Donc ce que voit le compilateur, ça va être juste classe U, classe T, et il va s'arrêter là. Il va avoir une redéfinition de type template, et fin de l'histoire. Donc maintenant, comment est-ce qu'on règle ce genre de problème? Bah, on ne fait pas ça. C'est-à-dire que soit on utilise l'un des autres solutions pour faire du sFINAE, donc le paramètre non template par défaut, ou le type de retour. J'aime bien le type de retour, je trouve ça assez élégant en général. Soit, si on veut vraiment que ce soit un type template, on joue sur les paramètres. Le nombre de paramètres, excusez-moi. Donc là, on a exactement la même chose qu'avant, mais on a rajouté ici un class égale void. On ne lui a même pas donné de nom parce qu'on s'en fiche de savoir, on ne va pas utiliser ce type-là. Juste maintenant, on a deux fonctions foo, une a 3 paramètres template, l'autre en a 2. Le compilateur est heureux, il ne voit pas de redéfinition, il fera arriver en jeu le sFINAE. Maintenant, l'autre solution, ça va être d'utiliser des non-types paraméteurs. Donc, le problème venait du fait que c'était la valeur par défaut sur laquelle jouait le sFINAE. Bah, très bien, on ne va pas le mettre sur la valeur par défaut, on va mettre sur la valeur du type. Du coup, ce qu'on fait, c'est quoi? Bah, c'est que tous les types, on peut créer un pointeur dessus. Bah, au lieu de le mettre à droite de notre signe égal, on va le mettre à gauche et on va créer un pointeur. À qui on va affecter la valeur nulle PTR parce que tous les pointeurs peuvent prendre nul. Et du coup, on va bien avoir ici un pointeur vers un type qui peut exister, qu'il faudra en l'occurrence void, puisque EnableIf a deux paramètres, le deuxième étant pas spécifié, ça vaudra void. Donc si notre T est un conteneur, le deuxième paramètre sera un pointeur vers void. Et si ce n'est pas un conteneur dans ce cas-là, on aura un type qui n'existe pas sur lequel on prend un pointeur, ça sera dégagé avec sFINAE. Et le deuxième, par contre, puisque c'est l'inverse, il aura bien un pointeur vers void. Est-ce que j'ai tout le monde? Ok. Alors, une petite note, depuis qu'on a C++17, on a la chance d'avoir if constructor, pour ceux qui ont la chance d'utiliser C++17, qui nous permet de transformer un code relativement peu lisible comme celui-là. Donc, qu'est-ce que fait ce code? En gros, j'avais besoin de pouvoir transformer un entier à la compilation en un type permettant de stocker n bits. Donc, par exemple, si je sais que je veux avoir une expression qui prendra 6 bits, ben, qu'est-ce que je vais prendre comme entier pour le stocker? Donc, ce que j'avais fait, c'est que j'avais écrit une fonction dont le type de retour changeait en fonction de la valeur qu'on lui passait. Donc, par exemple, dans le premier cas, si ma valeur est inférieure à 8, je vais retourner un int 8,
Et du coup, après, je pourrais utiliser un decltype qu'on va voir après pour récupérer cette valeur-là. Et donc, du coup, je devais faire 4 surcharges avec du sFINAE, différentes conditions. Bon, ça se comprend qu'on se penche un peu dessus, mais c'est pas vraiment ce qu'on appelle quelque chose de lisible. Avec C++17, j'ai un if, j'ai un construct, et ça tient en une fonction, il n'y a pas de truc bizarre. Même si on ne connaît pas la métaprogrammation, on s'en sort bien, quoi. C'est assez lisible. Et donc globalement, on peut quasiment toujours remplacer sFINAE plus typeTrace par typeTrace plus ifContext. Donc tout ce qu'on va faire, c'est notre fonction aux sFINAE, maintenant ce sera juste une fonction de dispatch. On fait des ifConstructs avec un type trait approprié, et après on appelle une fonction qui a un nom bien parlant, sans surcharge de fonction, et ça va bien le faire. Ok, donc maintenant quelques petits outils et cas classiques pour les types traits. Donc je vous ai dit tout à l'heure, un endroit sympa pour faire du sFINAE, ça va être sur le type de retour. Et on a vu dans l'exemple initial que ma fonction, elle retournait t2.valueType. C'est bien, mais je peux avoir besoin du 2.valueType dans le corps de ma fonction sans que ce soit ça que je vais y retourner. Parce que ça peut être c'est pas, le sFINAE n'a pas lieu dans le corps de la fonction, donc on ne peut pas se permettre de faire ça. Mais on veut quand même être libre de notre type de retour tout en ayant cette sélection-là. Donc ce qu'on peut faire, c'est utiliser le combo decltype et l'opérateur virgule. Donc decltype, ça fait quoi? Ça nous retourne juste le type de l'expression. Et l'opérateur virgule, ça va nous retourner la dernière expression. Donc là, si on fait un dectype de quelque chose, virgule double, le quelque chose sera ignoré par l'opérateur virgule, le dectype va retourner le type double. Donc là, on a bien une fonction qui va nous retourner un double et qui ne sera activée que si t a un 2.2.valueType. Maintenant, on a un petit problème sur ça, c'est qu'on a supposé au niveau des accolades de valueType qu'on pouvait construire par défaut notre type valueType, ce qui n'est pas toujours le cas. Et donc du coup, comme on ne veut pas être limité par ce genre de choses, comment est-ce qu'on fait? Il y a deux solutions. Soit on utilise std_decleval qui va nous simuler une création de notre objet, et du coup, ça pourra marcher dans un contexte de decletype, excusez-moi, et du coup, on est bon. Et puis sinon, la solution, c'est de ne pas construire l'objet, parce que là, on est en train de simuler une création d'objet pour pouvoir faire du sFINAE, pour ne pas prendre l'objet, parce qu'en fait, on s'en fout. Donc du coup, en fait, si on crée juste une petite structure toute simple qui prend deux types et nous retourne le deuxième, par exemple. Alors pourquoi le deuxième? C'est juste que quand j'ai une signature de fonction, j'aime bien que mon type de retour soit assez facilement repérable. Donc moi, je le mets à la fin, ok, c'est le dernier. Donc ce qu'on fait, c'est quoi? Par exemple, on va faire last is valid. Donc le last, c'est celui-là. Donc si c'est valide, ça vaudra double. Et on met tous nos checks avant. Et voilà. Donc on pourrait éventuellement dire que ici on met un 3 petits points. Mais si on met un 3 petits points, ça veut dire que ça sera le premier si valide et j'aime pas trop. Bon, après, c'est les goûts et les couleurs. Et de toute façon, on peut s'en sortir avec un std void-t, parce que lui étant variadique, on peut passer last if valid, void-t, plein de conditions, notre double. Si les conditions sont bonnes, void-t vaudra void, et on aura bien void plus un type de retour, et on sera content. Du coup, j'en profite pour montrer qu'on peut aussi, avec decleval, vérifier la présence d'une fonction. Donc c'est ce que notre ami tout à l'heure faisait pour vérifier s'il avait si son élément avait un B. Donc là, on vérifie qu'on puisse bien appeler réserve en lui passant un entier en paramètre. Excusez-moi, tu peux rappeler void-t Alors void-t, c'est une structure toute simple qui est arrivée en C++17. Globalement, c'est template class 3 petits points using void-t égale void. Donc si les paramètres existent, void-t vaut void. Si les paramètres n'existent pas, void-t n'existe pas et ça saute à la sFINAE. Voilà, c'est pratique de la voir quand on fait des spécialisations, on verra l'utilisation après. Et ouais. Elle est disponible du coup en C++17. Et en C++17, donc elle s'écrit comme ça parce que les règles de sFINAE ont été légèrement modifiées. Et sur CPP référence, il y a la version C++14 qui est un peu plus longue, mais c'est le même principe. Ouais. D'ailleurs, si vous le faites, la version que je viens de dire là, par exemple GCC 4.7, il fait des optimisations bizarres et on se retrouve avec un code qui nous dit tout le temps vrai, parce qu'il fait des trucs. Parce que les règles de C++ ont changé. D'accord, parce que en fonction du compilateur, ça marchait pas. Même. Après, il y a d'accord. des bugs dans GC, mais de toute façon, l'implémentation telle qu'elle est écrite en C++17 ne marchait pas en C++14. D'accord, ok. Bon à savoir. Parce que les règles de sFINAE ont un peu évolué. Ok, tu sais ce qui a changé ou pas plus que ça? Je m'en rappelle plus. Très bien. Ok, donc maintenant qu'on a vu après tout l'outil dont on avait besoin, si on veut écrire notre type trace, on va se dire c'est qu'est-ce qu'on veut présenter comme API.
Donc ce qui peut être pas mal, c'est de se dire qu'on puisse assez facilement pouvoir faire un static assert de notre condition. Donc par exemple, vérifier que le paramètre 0 de notre type t, ça soit un int. Donc ça, c'est si on a le type t directement. Et si on a un foncteur quelconque, qu'on puisse le passer. Donc on a juste un deck type en plus, c'est pas trop lourd. Donc on va considérer que c'est une API minimaliste mais correcte. Maintenant, si on avait par magie une structure où on avait notre return type au début, puis les arguments en paramètres variadiques, on serait heureux. On pourrait connaître le nombre d'arguments avec juste un size of 3 petits points. On pourrait connaître le type de retour puisqu'on nous le passe. Et puis pour savoir quel est l'argument numéro X, il suffit qu'on demande tranquillement à la ST de faire son boulot, c'est-à-dire qu'on sait qu'on peut stocker nos args dans un tuple et qu'on a ST tuple élément qui va avec un indice et un tuple nous donner le type de l'élément numéro X. Donc ça pourrait être fait à la main à côté, sans doute en gagnant en temps de compilation. Ça a le bon goût d'entrer en une slide. Donc, voilà. Donc ça, a priori, ça serait l'objectif. Maintenant, comment on en arrive là? Alors, un petit trick pour ceux qui ne connaissent pas. Si vous n'avez pas un IDE suffisamment performant en termes d'affichage de type, vous déclarez une structure et vous mettez pas d'implémentation. Et quand vous allez instancier cette structure-là avec des types, et le message, ça ne va pas compiler parce qu'il n'y a pas d'implémentation. Et le compilateur aura le bon goût de vous dire qu'est-ce qu'il ne compile pas. Donc là, on aura quelque chose du genre erreur de ces deux types-là n'est pas défini. Enfin, n'a pas d'implémentation. Il y a une erreur quelconque, mais dans le message d'erreur, il y a vraiment les types comme on veut. Du coup, on regarde là le type d'un pointeur de fonction vers test et le pointeur de fonction qu'on a decké. Donc j'ai créé un const volatile pointeur parce que pourquoi pas. Et on regarde les types. Donc effectivement, on voit bien qu'on a le const volatile qui apparaît au niveau de l'étoile dans la signature et que quand on le decké, ils disparaissent. Donc pour ça, on peut juste faire une spécialisation et on s'en sort plutôt bien. Donc si on a un pointeur de fonction qu'on nous passe, on va pouvoir faire une classe, donc information par implémentation, avec une spécialisation qui prendra le retour type, parenthèse étoile, et les arguments. Et donc là, on va rentrer dedans. Je me suis rendu compte ce matin qu'on pouvait écrire un truc magnifique comme ça pour les fonctions variadiques LAC, et que du coup, ça nous fait 2 cas au lieu d'un. Mais bon, on n'en voit pas souvent, je l'ai mis par souci de complétude. Mais bon, voilà. On ne pourra pas de toute façon avoir grand-chose comme information sur ces 3 petits points-là, parce que c'est... Voilà. Mais ça nous embêtera plus tard. Maintenant, le cas un peu moins drôle, c'est qu'est-ce qui se passe si notre fonction, elle n'est pas une fonction libre, mais c'est une fonction membre. Donc voilà, j'ai ma structure S qui a un test. J'ai toujours mon pointeur const volatile pour même raison pour voir. Et pareil, le const volatile disparaît bien au niveau du pointeur. Ceci dit, on a un problème. C'est qu'on a le droit d'écrire des trucs comme ça. Notre fonction foo, elle peut être appelée uniquement sur les objets qui sont const volatiles en R-value référence noExcept. Bon, faut vraiment pas vouloir, enfin, faut en vouloir à son implémentaire pour écrire ça, mais on a le droit. Et la mauvaise nouvelle, en tout cas, ça ne nous arrange pas pour nous, c'est que le decké, il va s'occuper que du pointeur. Du coup, on ne va pas pouvoir les dégager facilement, ces trucs-là. Et la mauvaise nouvelle pour le coup, c'est qu'on ne peut pas écrire de type trait genre remove noExcept, parce que si on fait un truc comme ça, en faisant, comme on a fait pour le const, on fait un t puis le noExcept, on prie pour que ça matche, ça ne matche pas. Le compilateur n'accepte pas et il nous en va bouler la compilation. Du coup, l'idée de se dire qu'on va faire une option qui nous vire le noExcept, une option qui nous vire le et ou et, une option qui nous vire le volatile et le const pour avoir juste 5 appels à faire, ça ne marche pas. Du coup, comment on fait? Est-ce qu'on doit gérer ces 24 cas-là, plus le fait qu'il y a la même chose pour les 3 petits points aussi. Donc ça nous fait 48 cas. Donc on a 2 solutions, soit on trouve une solution, soit on écrit les 24 spécialisations, enfin 48 en l'occurrence. Alors moi j'ai trouvé une astuce, c'est faire un programme qui écrit les 48 solutions. Donc voilà, ça... pas le bon. Ça ressemble à ça, c'est pas captivant, c'est-à-dire que c'est un type avec toujours la même chose comme type de retour, et puis dans les spécialisations, une variante à chaque fois un peu différente de la suivante. Voilà. Et à la fin, normalement, j'ai le type T, la version avec le using, pour pas besoin d'écrire le .type à chaque fois. Donc c'est pas super captivant, mais on a l'avantage maintenant de pouvoir écrire quelque chose comme ça,
On fait un decay de t pour dégager. Ouais. Tu as essayé de l'écrire avec du préprocesseur ou pas Alors, pour avoir fait un peu de boost processeur avant, ça m'avait l'air tellement plus simple de faire un programme à côté. Non, mais j'ai pensé, j'ai regardé le temps que j'avais, j'ai fait un programme. Mais peut-être que c'est possible. Il y a pas de, enfin, je m'y connais pas assez en processeur. J'avoue que j'ai juste abandonné quand j'ai vu le truc. Donc là, on peut maintenant virer les qualifieurs au niveau du pointeur, virer les qualifieurs au niveau de l'objet si besoin, et puis maintenant le faire rentrer dans la spécialisation, dans notre information param, puisqu'on va avoir une structure sans bruit à côté. Maintenant, il nous reste un point, c'est qu'on sait faire pour les opérateurs, pour les types, on sait faire pour les pointeurs de fonction, on sait faire pour les pointeurs de fonction membre, mais si on nous passe un foncteur, on ne sait pas faire, parce que ce n'est pas un pointeur de fonction. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est une petite type traits qui va nous convertir un type vers un pointeur de l'opérateur parenthèse s'il y en a un. Donc s'il ne connaît pas l'opérateur parenthèse, il dit que le type ça reste le même. Si on a un opérateur parenthèse, je pense que je n'ai même pas besoin du void t ici, il y a une condition qui existait avant et qui n'a pas été inutile, donc on peut juste mettre le deck type opérateur, oublier le void t. On va se retrouver avec un type trace qui nous permettra de convertir un foncteur vers notre opérateur parenthèse. Et voilà, on y est presque. Donc là, si on résume, on vire nos qualifieurs sur le pointeur, on transforme notre objet si besoin en foncteur, on vire les qualifieurs pour notre opérateur parenthèse, on transforme ça dans notre information fonction, et à la fin, on récupère comme on veut, soit le nombre d'arguments, soit le type du xème argument, soit le type de retour. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent? Ok. Bon, maintenant il y a un truc, c'est que je vous ai dit, malheureusement, on ne peut pas prendre notre opérateur parenthèse s'il était surchargé, par exemple, parce que l'adresse d'une fonction, s'il y a une surcharge, il faut spécifier avec les paramètres. Et si on peut spécifier avec les paramètres, c'est qu'on n'a pas besoin de connaître les paramètres, on les a. Et on ne veut pas non plus que, quand on fasse notre static assert, on empêche l'utilisateur d'écrire du code avec par exemple une lambda auto, juste parce qu'on voulait vérifier que les paramètres sont bons. Donc ça peut être pas mal de se dire qu'on va faire une sorte d'entre-deux et on pourra vérifier que les static assert ne servira que si on est dans le cas où on peut vérifier. Puis si on ne peut pas vérifier, on aura le message d'erreur qu'on aura, et puis c'est pas si grave. Donc là, qu'est-ce qu'on a à faire? On a juste à vérifier que... on a juste, donc, dans le cas où on a un opérateur parenthèse, on dit qu'on peut être checké. Si on peut, en retirant le pointeur, être une fonction, on peut aussi vérifier. Et sinon, on ne peut pas vérifier. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va pouvoir en une fois vérifier tous les paramètres si on peut. Donc là c'est le bonus, donc il y a un petit peu moins d'explications. Donc qu'est-ce qu'il y a? Ce qu'on voudrait voir c'est juste un booléen constrex. Et idéalement ce qu'on voudrait se dire c'est soit ça ne matche pas, soit il faut que ça matche tous les... Soit on ne peut pas checker, soit il faut que ça matche les paramètres qu'on t'a donnés. Malheureusement on ne peut pas mettre un non match pas, enfin non can be checked ou match les paramètres, parce que dans la même expression, on aurait un truc qui ne pourrait ne pas compiler. Et même si le OU dans une progression standard, il va s'arrêter au premier, si on a un vrai et un OU, il ne va pas évaluer le reste. Malheureusement, là, comme c'est fait à la compilation, il est obligé de vérifier que tout compile avant de faire l'opération. Et si ça ne compile pas, ça nous plante dessus. Du coup, on va être obligé de faire une spécialisation comme on a fait habituellement. Donc, on va avoir une classe qui, si le booléen vaut faux, le match faudra vrai, donc c'est celle-là. Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on me passe quelque chose que je peux vérifier, je dis c'est bon, ça passe, et puis tant pis. Maintenant, si je peux être checké, je vais entendre cette spécification-là, je vais pouvoir récupérer les paramètres qu'on m'a passés, créer un index séquence avec le std-make index séquence, avec la taille des paramètres. Donc ça va nous faire quoi? Ça va nous passer, en gros, si j'ai passé 3 paramètres, ça va nous passer 0, 1, 2, 3. Alors 3 paramètres, 0, 1, 2. Et après, je passe vraiment mes paramètres. Et du coup, ici, tout ce que j'ai à faire, c'est avoir un booléen qui sera la valeur
Alors là, ça c'est les folds d'expression de C++17. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va dépiler ces paramètres-là et en faire un et entre chaque. Donc ça sera la valeur qui sera égale au et de est-ce que c'est la même chose entre le paramètre numéro 0 et le paramètre numéro 0 que j'ai passé ici. Et donc du coup, qu'on aura tout dépilé, on aura vérifié que tous les paramètres sont bien les mêmes. Et avec ça, du coup, on va pouvoir tester en une fois est-ce que notre appel elle, correspond bien à ce qu'on voulait. Sans planter si on nous a passé une lambda auto. Bon. Voilà. J'espère que vous avez quand même pris des choses et puis je vous remercie de votre attention. Est-ce que vous avez des questions? Ouais. Pour info, il y a STD disjonction qui permet justement de faire ton ou, ton et sans. D'accord. En type trait, c'est ça? D'accord. Bon. Oh, t'appelles ça comment? Il y a disjonction et conjonction, il me semble. D'accord. Tu sais quel standard c'est? 17, je 17. Ok. Bon, je le connaissais pas celui-là. Il me semble que c'est à condition que ce soit un membre value, ça marche pas, c'est des variables. c'est le fait de point de point. Vu que normalement tu peux faire aussi avec trop type et tout ça. Ok. Bon. Merci. Ouais. Si tu avais des concepts, Ouais. est-ce que ça changerait beaucoup de choses dans ce que tu as dit ou pas? Alors principalement, j'en sais rien parce que j'ai pas trop creusé les concepts pour l'instant. Je sais même pas si on. Je sais pas si. Est-ce qu'on peut faire de la spécialisation sur un concept? Oui. Ouais, ça devrait simplifier l'écriture déjà. On peut faire pas mal de choses directement avec des spécialisations. Après, est-ce qu'on en aurait besoin? Je sais pas, comme je connais pas bien les concepts, je sais pas à quel point juste écrire un concept T, ça ferait le taf. Là, j'avoue que j'ai pas assez creusé, désolé. Merci. Ah non. Excuse-moi? Les vérifications, est-ce que ça a une importance sur les durées de compilation? Alors, je suppose qu'à partir du moment où tu vas rajouter des types traits de la génération de type, etc., tu vas forcément rajouter ton compilation. Alors, dans la pratique, ce que j'ai rencontré, c'est le problème de motiver les gens à écrire des types traits plus que des temps de compilation. En vrai, là, le seul truc où on a un peu de... même pas de la récursion, c'est la dernière partie où on dépile. On a rarement 36 000 paramètres sur une fonction. Enfin, on ne devrait pas avoir 36 000 paramètres sur une fonction. J'ai pas eu de problème de compilation à ce niveau-là. Après, j'avoue que j'ai plus de mal à faire utiliser ça par mes collègues parce qu'ils considèrent que le message d'erreur est suffisant. Ce qui n'est pas faux, hein, on a bien l'information de message d'erreur. Je trouve que la plus-value de l'information à la lecture du code, tu as le droit de faire ça, elle a un vrai poids dans la lecture du code et presque plus que tout le reste, quoi. Mais je pense pas que le temps de compilation pour des types traits de ce cas-là soit bloquant. Après, je connais pas tes contraintes. Peut-être l'étoffer le type trait de base, comme ça, parce que tes fonctions. Oui, c'est un type trait, c'est juste on a la qui sont fournies. L'idée, c'est de montrer comment est-ce qu'on peut en écrire de manière, pour matcher vos contraintes à vous. Ça peut être, est-ce qu'il a un B, voilà. Donc, pour vérifier, est-ce qu'on a un type ou est-ce qu'on a une expression, ça se fait assez bien en préprocesseur. Donc, j'ai 2 grosses macros au boulot qui me génèrent les type traits. Genre, tu lui dis, tu veux vérifier telle fonction et il te génère le type trait qui va bien. C'est censé réduire la difficulté d'intégration au niveau des collègues. Après voilà, c'était juste pour montrer comment on faisait des types traits pour la complexité qu'on veut, pour les concepts maison, même si ce n'est pas des concepts au sens concept C++20, ça reste des concepts de programmation. On passe un objet, il doit matcher une interface, sinon ça ne compilera pas. Et comment on fait pour vérifier avec un message d'erreur ça. Voilà. Ouais. Il me semble qu'il y a un cas aussi où ça devient même indispensable, c'est quand on veut non pas dire ça compile pas, mais j'ai une implémentation qui va changer selon C'est ça. tel. Ça, c'est le cas du vecteur que je montrais au début. Effectivement, si on peut faire des branchements à la compilation et choisir des implémentations différentes si on a un type trait. Après, c'est pas tous les jours qu'on fait ça, mais voilà, un exemple qu'on faisait en école d'ingé avec l'ENAIC, c'était on faisait implémenter aux élèves une histoire de géométrie avec de points, et donc il fallait vérifier est-ce qu'on a bien un opérateur, est-ce qu'on pouvait appeler point x, point y sur notre objet. Et sinon, on regardait si on avait une méthode de getX, getY. Et puis si on n'avait pas, on partait en erreur. Mais
En gros, ça permettait de simplifier l'utilisation pour l'utilisateur. Enfin, l'API était plus agréable pour l'utilisateur parce qu'il avait plus de choix en gros sur ce qu'il pouvait faire. Soit il avait surchargé un getX, soit il avait un lapin qui avait un X et un Y pour une raison quelconque et ça pouvait passer dans notre bibliothèque de points. Moi j'avais quand même le sentiment que les traits comme ça, pour moi, il faut plutôt mettre ça dans des bibliothèques qui ont occasion d'être très génériques. Et c'est forcé justement pas trop les mettre dans le code, tout le nom, métier, etc. Alors, effectivement, dans tes bibliothèques, tu en as sans doute besoin pour avoir des messages d'erreur propres. Ça, en tout cas, moi, j'en utilise dans mes bibliothèques. Maintenant, dans le code, comment tu documentes ton code pour la valeur d'un... Comment tu dis dans ton code que ton type par template, il doit matcher des contraintes. Tu as le nom, tu as le commentaire, tu n'as rien qui soit vraiment fort en fait. Et tant que tu n'as pas les concepts qui feront le taf avec, on espère, un message d'erreur propre, ben, là je pense que ça vaut le coup de, justement, un peu comme tu dis dans ta bibliothèque, je vais manipuler tel type, et ces types de base, ça va être ça qu'on va retrouver partout dans l'application, te dire que tu vas avoir tel concept qui seront une sorte de métaclasse de tes types, et que, du coup tu pourras vérifier en disant, bah voilà, là j'ai cette fonction-là, elle marchera pour tous mes itérateurs avec un grand I, et bah voilà, il faut que ça satisfasse ces contraintes-là. Et si tu ne matches pas, bah, ça t'envoie bouler avec une erreur propre en te disant, si tu en as fait plusieurs, en fait, tu peux faire une fonction qui, par exemple, assert itérator, qui en fait va juste faire 4 asserts en dessous, par exemple. Tu appelles cette fonction-là dans ton code et ça va te dire, du coup, pas au bon endroit parce que ça pètera dans la fonction d'assert, mais il faut que tu aies, je sais pas moi, le déréférencement, le plus, c'est quelque chose. Et du coup, quand quelqu'un, un débutant ou quelqu'un qui ne connaît pas le code, arrivera dessus, ça pètera dessus. Quand il ira sur le code, il dira, il faut que tu aies ça, ça, ça et ça. Et il évitera des cycles de je compile, je regarde le message d'erreur, en fonction du niveau de débutant, je galère avec le message d'erreur, etc. Je me souviens quand j'étais chez Nokia, on avait passé, je pense, à une demi-journée pour comprendre qu'il nous manquait un const sur un paramètre et que ça ne matchait pas. Donc du coup, il avait fait un SFINAE récursif bizarre, et il y avait un const qui n'allait pas, on aurait stick assert, c'était fait dans la journée. Enfin, dans la journée, c'était fait dans les 10 minutes, quoi, le temps de voir où il fallait mettre notre const. Et là, on a mis quand même un peu de temps parce que, pour peu que les gens soient amusés, parce qu'ils trouvaient ça joli de mettre toujours le même nom, genre run, avec différents paramètres de niveau namespace, etc., c'est une misère à dépiler. Donc là, on aurait été content d'avoir un type trait en disant, bah, là, il faut que ce soit const et il faut qu'il y ait ça aussi en même temps. Donc non, je pense que ça a vraiment sa place dans un code métier. Et autre truc qui peut être intéressant dans le cas qu'on a eu, c'était un container qui marchait que si le type était un pod. Ouais. Forcément, les gens essayaient des streams dedans. Ouais. Forcément, ça compilait. Et forcément, on avait des monoïques, des crashs, des trucs. Donc l'erreur, ça peut vraiment être aussi, ça fait gagner beaucoup d'argent parce que c'est pas un problème de compilation. C'est un problème de code derrière. Et peut-être dans la doc, si la doc était bien faite, on aurait pu dire attention, ce container ne prend que des pods. Mais il n'y avait pas dans la documentation, donc un petit static assert, 10 pods plus, ça peut sauver. Ouais. Voilà, à partir du moment où ça va rentrer dans l'API, que ce soit du métier ou de la librairie, ça a vraiment un sens. Bon, bah merci. Ah, excuse-moi, à chaque fois. Ça... Est-ce qu'au niveau du check, ça serait pas possible? Attends, excuse-moi, je t'ai pas entendu. Sur ton dernier slide, tu check les paramètres. Il serait Ouais. possible de simplifier ça par isInvocable. Alors, isInvocable, je ne l'ai pas utilisé, mais d'après ce que j'ai lu de la doc, il faut que l'expression ait un sens. Et donc, du coup, si tu fais isInvocable, par exemple, de, je sais pas moi, réserve de double, et ben ça va pas te dire ce que ça permet de trouver le type de retour de ta fonction. Mais je suis pas sûr de moi à 100%, j'ai lu la doc dans le train, j'avoue. Ouais. Mais du coup, il vaut quoi ton type? Alors, pour moi, il y avait comment il s'appelle? Zut. Un mec du standard qui a une grosse brute en métaprogrammation. De quoi? Non, Blond. Bon, c'est pas grave. Bon, je le retrouve plus. Il a fait pas mal de trucs de lambda en const-ext. Par exemple, il avait justement fait un truc qui permettait de faire isValid, qui te retournait une. Ouais, l'Usidiode.
lui, il avait fait un truc justement, avec des lambda concept, on disait est-ce que c'est valide ton expression et tu dois le retourner. Et c'était vachement agréable parce qu'on ne se retrouvait pas avec un truc qui n'était pas bon et du coup qui pourrissait tout l'appel et on ne pouvait rien en faire. Alors, je ne suis pas sûr de moi pour isVocable. Quand j'avais lu la doc. Oui, mais je ne suis pas en train d'essayer d'appeler la fonction. En fait, là, je suis en train de demander à la fonction ses paramètres et vérifier que c'est bien ce que j'ai. Alors que si tu fais un isVocable, et enfin, pour moi, si tu fais un result-of ou isVocable, tu vas te retrouver à essayer d'appeler, quel est le type de retour de la fonction avec ces trucs-là. Et si ces trucs-là n'existent pas, le type de retour n'existe pas et ça dégage. Oui, mais true ou false, je ne suis pas sûr de moi, c'est juste que j'ai compris la doc. Est-ce qu'avec isVocable, des contrôles, tu peux dire c'est tel paramètre, Ouais, pas de problème. c'est ça. A priori, isVocable, je suis Après, pas sûr de faire ça. On pourra regarder après le truc, parce que là j'ai pas le net, mais j'ai peut-être mal compris la doc. Si tu le dis, par exemple, une fonction, tu prends un int et tu fais un isVocable avec un short, est-ce qu'il va t'en tourner oui? Voilà, alors que là, non. Tu veux un matching exact. Là j'ai un matching exact. Après, je sais pas si. Oui, voilà, c'est ça. Là, en tout cas, c'est ce que ça fait. En tout cas, c'est ce que ça fait. Après, voilà, on pourrait avoir très bien se dire qu'on rajoute au milieu, au lieu d'avoir un isSame, on pourrait faire un isConvertible ici et vérifier que notre matching n'est pas exact. Bon, ça, c'était, je l'ai fait le matching exact là, mais avec une conversion, on a ce qu'il faut dans le type trace pour un truc. D'un côté, tu autorises le lambda auto, par exemple. Oui, alors il faut juste vérifier ce que j'y ai pensé, mais j'ai peut-être mal lu, on regardera ça après pour. Ouais, à partir du moment où il y a ISM, en fait, ça peut être. Ouais. T'as pas le sentiment aussi que enable if, ça peut amener à des abus. Un peu comme avant, on utilisait des if à la place d'utiliser du polymorphisme. C'était un problème de conception. Je pense parfois enable if, ça ne fait pas un problème de conception au niveau statique, mais en fait, ça peut. C'est quand même un routage en fonction des types avec des bêtes if, if context en principe. Et, auparavant, on critiquait les if, c'était du polymorphisme, c'est une meilleure conception. Et je pense que les if, au tout début C++, je me souviens, il y avait plein de morceaux de code qui disaient enable if, et ça s'est calmé après, il y a eu une critique un peu du excès d'enable if. Alors, je n'ai pas eu cette impression-là, pour la raison simple, c'est que c'est tellement galère à écrire que les gens réfléchissent un peu avant de le faire. Après, si tu me dis que ça a été fait au début, je te crois, c'est que moi, j'ai pas. Ou alors, j'ai pas assez de recul sur le code que j'ai écrit, c'est possible aussi. Mais j'ai pas vu trop d'abus de ça. À part aussi, une fois, enfin, c'est en gros des gens qui font du SFinae pour du SFinae en mettant tout a le même nom, et puis on va résoudre ça à la compilation. Alors que les fonctions ne font pas la même chose, on mettait un nom différent, et puis c'était réglé. J'ai vu une fois ce cas-là, mais c'est pas le. J'ai pas vu trop d'abus. Après, encore une fois, j'ai pas non plus. On l'utilise pas trop au boulot. Donc, Et SFinae, d'un certain point de vue, on est en train de dire des règles de surcharge du langage, du TestPy, on est en train c'est ça, de rajouter notre surcharge à nous. Ouais. C'est ça. Donc, si on en fait trop, je pense que ça peut rendre le code plus difficile. C'est ça. Mais du coup, avec C++17, on a le if concept qui permet de résoudre ça juste avec que des if, mais au moins c'est plus lisible. Après, si c'est un problème de conception, ça restera un problème de conception, mais après, plus lisible. Je sais que ton point, quand il y avait des discussions sur l'Express Explorer, il y avait la discussion de oui, mais par rapport à un concept et la surcharge sur les concepts, c'est moins. Ça c'est pas limité. Ça reprenait un petit peu ton truc, mais le truc était ouais, mais c'est tellement pratique par rapport à ce qu'on a aujourd'hui qu'on accepte. Le seul truc que je regrette pour le if construct, c'est qu'on ne peut pas mettre else construct static assert. En fait, le static assert, ça reste, je crois que c'est une déclaration et pas un statement, et du coup, ça pète dedans si on met dessus. Donc là, il faut quand même le sortir avec un SFinae ou un truc comme ça. Ouais. Justement, sur le futur, parce que c'est un peu barbare à écrire, ouais. On peut le dire. Surtout à lire, en fait. Le if context 3 a commencé un peu à simplifier. Ouais. Tu peux pas tout faire aujourd'hui. Non, mais une bonne partie. Est-ce que dans le futur, qu'est-ce que tu penses qu'il va simplifier un peu tout ça ou pas? Alors, c'est un peu ce que je répondais à Loïc, c'est que j'ai pas mal à faire avec juste C++17. Je regarde d'un œil ce qui se passe en 20, mais je suis pas du tout à jour. Et donc, du coup, j'ai beaucoup d'espoir sur les concepts, sans savoir, enfin, plus avec un peu un gamin devant son sapin de Noël en espérant qu'il y aura un truc bien dans le cadeau. Quoi. Je
J'ai pu voir des exemples où ils mettaient des messages d'erreur bien propres, etc. Je suis genre, yeah. Puis on verra ce qui va vraiment sortir à la fin. Et en général, ce qui va se passer, c'est qu'on va se dire c'est génial. Et 2 mois après, on fait genre, zut, il y a un abus là, un abus là, un abus là. Et ça sera fixé après. Enfin voilà, c'est comme le AAA, là, Almost Always Auto. Tout le monde dit ouais, on fout les autos partout. Et après, c'est quoi ce type-là déjà? Donc là, c'est un truc que j'aimerais bien que ça arrive. Par exemple, c'est les auto-concepts, en espérant qu'on ait un bon trade entre le auto et quand même savoir de quoi ça parle. Après, l'utilisation dans les types trades, etc., j'ai vraiment pas assez regardé pour pouvoir me prononcer. Mais une partie, nous, on voit, c'est pour les performances. Parce qu'il y a une fonction d'un type, tu peux faire certaines opérations, Ouais. tu n'as pas forcément à faire avec un autre. Par exemple, si tu utilises un vecteur, la mémoire continue la mémoire. Par exemple, pour l'accès, ce n'est pas pareil sur une liste. Ouais. Du coup, on utilise beaucoup pour des questions de performance. C'est ça. Donc c'est. Parmi les fonctionnalités nouvelles qui permettraient peut-être d'améliorer ça, et les concepts, mais je ne sais pas jusqu'où ça va par rapport à ces exemples qu'on a un peu avancés. Mais ça, c'est plus là, c'est passé. Et donc, si on regarde la future qui serait C++23, il y a des gens qui travaillent sur de la vraie réflexion où on pourrait écrire. La forme exacte du truc n'est pas encore complètement décidée, mais on pourrait directement écrire des trucs du genre. Si ma classe a une fonction qui énumère-moi les fonctions de ma classe, trouve-moi un éventuellement, donne-moi les paramètres, et donc du code plus ou moins lisible. Est-ce que ça progresse? C'est compile time. Il y a régulièrement, il y a des gens qui travaillent dessus. C'est le truc de Shutter? C'est le machin de Shutter qu'il a mis sur. Il y a Shutter qui avait fait. Non, Shutter, c'est les métaclasses. Métaclasses. C'est un peu lié. D'accord. Les métaclasses, l'idée, c'est plutôt de dire je vais générer un type. D'accord. En fonction je vais générer mes propres catégories de classes. Et pour ça, je vais peut-être avoir besoin de la réflexion. Mais là, en fait, pour faire la réflexion, il y a plusieurs parties. D'accord. Il y a la partie récupérer les infos sur les types. Ouais. Il y a la partie manipuler ce qu'on a récupéré. Et il y a la partie pouvoir générer du code. Les métaclasses, c'est un mécanisme de génération de code, Okay. qui n'est peut-être pas le seul qu'il y aura. Okay. Mais la partie récupération des infos, je crois qu'il y a justement Bidion qui bosse dessus, il y a eu au début, il y a eu Axel, je ne sais plus son nom, un gars qui a travaillé pour ça, je crois. Bon. Il y a eu 3-4 personnes qui ont bossé dessus, il y a eu un peu de changement, etc. Mais justement, ils bossent sur ce truc-là, fournir des fonctionnalités dans le langage pour récupérer la métaclasse associée à une classe qui est à partir de laquelle on pourrait récupérer les infos. Il y a plusieurs versions différentes, il y a plusieurs styles de codage différents dans ce qu'on peut faire après. Pour l'instant, ils se orientent vers un style où c'est plutôt des const experts qu'on va pouvoir écrire sur les métaclasses pour pouvoir dire, pour avoir du code qui ressemble à du vrai code et pas à du code template qui permettent d'interroger une classe pour savoir est-ce qu'elle a des fonctions, est-ce qu'elle a des propriétés, etc. Donc ça, on va dire, c'est les concepts vont peut-être plutôt être un remplacement de la SUNE et la réflexion, etc. sera peut-être plutôt un remplacement des métaclasses. Mais les deux fonctionnant l'un dans l'autre. Et les métaclasses, les choses là, seraient un remplacement de ton outil extra code qui permet d'écrire du code automatiquement. D'accord. C'est donner l'image, mais c'est pas, la peinture elle est pas sèche et qu'elle n'est même pas partout que n'a pas choisi la couleur. De ce que j'ai compris en gros, c'est que sur le reflection, le fait de prendre un type et de pouvoir faire les type traits dessus, au début c'est très, ils voyaient ça très en métaphore comme ça, et à un moment ils ont fait const extra c'est beaucoup plus simple, ça sent beaucoup